De puissants orgues d'église résonnèrent, tandis que de grandes portes en chêne s'ouvraient en grinçant, permettant à une magnifique mariée d'avancer gracieusement. Au lieu de se lever, 500 invités de l'élite restèrent fermement, obstinément assis, murmurant des insultes cruelles. Sa mère arrogante eut un sourire narquois, croyant avoir enfin brisé cette pauvre fille insignifiante que son fils avait choisie. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de déclarer la guerre à une monarque régnante. En quelques secondes, des échos assourdissants de lourdes bottes militaires brisèrent tout silence, et tout changea de manière permanente. Chloe Hastings n'était jamais destinée à s'intégrer dans le monde clinquant et impitoyable de la famille Montgomery. Restauratrice d'Arkham et méticuleuse, passant ses journées à redonner vie à des peintures à l'huile de la Renaissance dans un musée poussiéreux du centre-ville, Chloe chérissait l'histoire, le silence et l'authenticité. Elle portait des poules vintage, gardait ses cheveux sombres attachés par une simple pince en écaille de tortue, et vivait dans un petit appartement à loyer contrôlé, rempli de livres. Nathaniel Montgomery, en revanche, était l'héritier doré de l'Empire maritime Montgomery, un conglomérat de plusieurs milliards de dollars qui transportait la moitié des marchandises à travers l'Atlantique. Nathaniel était charmant, d'une intelligence féroce et absolument épuisé par la superficialité de sa propre vie. Quand il rencontra Chloé lors d'un gala de galerie, elle était là pour authentifier une œuvre, lui parce que sa famille sponsorisait l'aile. Il fut instantanément captivé par son indifférence totale à sa richesse. Le nom de famille ne l'intéressait pas. Elle ne se souciait que des coups de pinceau sur la toile du XVIe siècle qu'il bloquait. Leur romance fut rapide, profonde et jalousement gardée. Pendant 6 mois, ils vécurent dans une bulle de bonheur, mais finalement, Nathaniel dut la ramener à la maison. Le domaine Montgomery dans les Hamptons ressemblait moins à une maison qu'à une forteresse de vanité moderne. C'est là, au milieu des murs de verre imposants et des haies manucurées, que Chloé rencontra pour la première fois Beatrice Montgomery. Beatrice était une femme qui maniait son chéquier comme une épée large et ses paroles comme des dards empoisonnés. Elle était un titan de la haute société new-yorkaise, d'une élégance terrifiante, et elle avait passé la dernière décennie à préparer son fils à épouser Geneviève Rothschild, une héritière milliardaire de la banque. Dès l'instant où Chloé entra dans le vaste hall, portant une robe simple, achetée en magasin, de couleur bleu marine, les yeux de Béatrice se fixèrent sur elle comme ceux d'un prédateur. Il n'y eut aucune salutation chaleureuse, aucune petite conversation polie. Béatrice regarda Chloé de haut en bas, ses lèvres se retroussant dans un rectus microscopique. « Hastings », dit Béatrice, testant le nom sur sa langue comme s'il avait mauvais goût. « Je crains de ne pas connaître la famille Hastings. Vous êtes dans l'immobilier, ma chère? Ou peut-être les fonds spéculatifs? » « Ni l'un ni l'autre, Madame Montgomery, » répondit doucement Chloé, gardant sa posture droite. « Oh, je suis restauratrice d'art. Je travaille surtout avec les archives historiques de la ville. » Béatrice laissa échapper un rire aigu et froid. « Oh, comme c'est pittoresque, un travail manuel. » Au cours de l'année suivante, alors que la relation de Nathaniel et Chloé s'approfondissait jusqu'à un engagement, Béatrice mena une guerre psychologique silencieuse. Elle laissait des magazines de mariage ouverts sur des pages présentant des mariages aristocratiques coûtant des millions. Elle oubliait commodément d'inviter Chloé aux dîners de famille, affirmant que les invitations devaient s'être perdues dans la poste. Elle présentait Chloé à ses riches amis comme le petit projet de charité de Nathaniel. À travers tout cela, Chloé restait exaspérément calme. Elle ne haussait jamais la voix, ne pleurait jamais devant eux, et ne demandait jamais à Nathaniel de choisir entre elle et sa famille. Nathaniel se battait contre sa mère à chaque tournant, menaçant de rompre complètement les liens. Mais Chloé posait toujours une main douce sur son bras, encourageant la paix. « Ils ne valorisent que ce qu'ils peuvent mesurer en dollars », lui dit Chloé un soir, assise par terre dans son appartement. « On ne peut pas être en colère contre un aveugle pour ne pas voir les étoiles. » Mais la cruauté de Béatrice s'intensifiait lorsque Nathaniel fit officiellement sa demande en présentant à Chloé une bague saphir sobre et élégante plutôt que le monstre de diamants de 10 carats que Béatrice avait présélectionné. La matriarche Montgomery décida que l'agressivité passive ne suffisait plus. Si Chloé ne partait pas volontairement, elle serait complètement humiliée jusqu'à ce qu'elle fuit.
Béatrice sabota les préparatifs du mariage. Elle réserva la cathédrale la plus ostentatoire et hyper luxueuse de la ville, un monument imposant et résonnant du vieil argent qui pouvait accueillir 1000 personnes. Elle invita des sénateurs, des diplomates étrangers, des manières de Wall Street et des mondaines européennes. Elle transforma ce qui était censé être une union sacrée en un sommet corporatif terrifiant et enjeux élevés, spécifiquement conçu pour que Chloé se sente aussi petite, pauvre et isolée que possible. Et à mesure que le mariage approchait, Béatrice joua sa dernière carte, la plus méchante. Elle exigea un dîner de répétition qui préparerait le terrain pour la plus grande exécution sociale que la ville ait jamais vue. Le dîner de répétition eut lieu dans la salle à manger privée de l'Oak Room, un club exclusif réservé aux membres, dont les frais d'initiation seuls dépassaient ce que Chloé gagnait en 5 ans. La pièce était baignée de lustres en cristal, de lourds rideaux de velours et de l'odeur écrasante d'orchidées blanches rares. Chloé était assise en tête de table à côté de Nathaniel, portant une simple mais exquise robe nuisette en soie. En face d'elle était assis tout le clan de Montgomery aux côtés d'une douzaine de leurs amis les plus influents, et assise juste à côté de Béatrice, affichant un sourire prédateur aux dents parfaitement blanches, se trouvait Geneviève Rothschild. Béatrice avait invité la femme qu'elle désirait réellement comme belle-fille au dîner de répétition. « Geneviève, ma chérie, ta robe est spectaculaire », projeta Béatrice sa voix pour que toute la pièce entende. « Dior, n'est-ce pas? C'est du sur-mesure. Il faut un certain pedigree pour porter une telle pièce. Certaines filles mettent de la soie et ont toujours l'air d'appartenir derrière une caisse enregistreuse. » La mâchoire de Nathaniel se serra. Il claqua sa fourchette sur la table. « Mère, ça suffit. » Béatrice feignit le choc, portant une main sur sa poitrine ornée de diamants. « Que veux-tu dire, Nathaniel? Je complimentais simplement Geneviève. Tu te souviens de Geneviève, n'est-ce pas? La fille à côté de qui tu devrais être assis. » Nous! La pièce tomba dans un silence de mort. Le cliquetis de l'argenterie sur la porcelaine fine cessa. 50 pères dieux riches et juges se fixèrent sur Chloé, attendant qu'elle craque, attendant qu'elle fuit la pièce en larmes. Au lieu de cela, Chloé prit calmement une gorgée d'eau pétillante, s'essuya la bouche avec une serviette en lin et sourit poliment à Geneviève. « C'est une belle robe, Geneviève. La coupe est excellente. » Geneviève cligna des yeux, complètement désarmée par l'absence d'hostilité. Les yeux de Béatrice se réduisirent à des fentes dangereuses. Sa guerre psychologique ne fonctionnait pas. Il était temps de l'option nucléaire. Béatrice claqua des doigts et un homme en costume gris anthracite sortit de l'ombre. C'était l'avocat principal de la famille Montgomery. Il s'approcha de Chloé et déposa un épais dossier relié en cuir directement sur son assiette. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel? » demanda Nathaniel en se levant. « C'est une convention prénuptiale, » dit Béatrice à voix haute, sa voix dégoulinant de venin. « Puisque Mademoiselle Hastings entre dans cette famille avec absolument rien, aucun nom, aucun bien, aucune connexion, nous devons protéger l'héritage des Montgomery. Ce document stipule qu'en cas de divorce, elle repartira avec précisément ce qu'elle a apporté à cette relation. Rien. Pas la moindre miette. » Nathaniel était furieux, son visage devint cramoisi. « Eh bien, je vous ai déjà dit que nous n'allions pas faire de contrat prénuptial. Je ne signe rien et Chloé non plus. »« Nathaniel, assieds-toi, » dit Chloé. Sa voix était basse, mais elle portait un étrange poids autoritaire qui fit se figer toute la pièce. Elle regarda l'avocat, puis le document. « Avez-vous un stylo, Chloé? »« Non, » supplia Nathaniel. « Tu n'as rien à leur prouver. »« Je sais, » répondit-elle doucement. Elle prit le stylo Montblanc en or de la main tremblante de l'avocat. Sans même feuilleter les pages pour lire les termes draconiques, Chloé signa son nom sur la dernière page. Elle ferma le dossier et le fit glisser sur la table. « Voilà, » dit Chloé, regardant directement dans les yeux de Béatrice. « Votre argent est en sécurité, Madame Montgomery. Je vous assure, je n'en ai absolument aucun besoin. » Béatrice ricana. « De belles paroles pour une orpheline qui vit dans une boîte à chaussures. À propos de famille, Chloé, où est-ce la tienne? Quelqu'un sera-t-il assis de ton côté de l'allée demain? Ou n'avait-il pas les moyens de payer le bus pour venir en ville? » Les riches invités gloussèrent. L'expression de Chloé ne changea pas, mais un calme dangereux et glacial s'installa sur ses traits. «
Pendant les 2 dernières années, elle avait parfaitement caché son passé. Elle avait dit à Nathaniel que ses parents étaient décédés lorsqu'elle était jeune, ce qui était vrai. Elle avait dit qu'elle avait été élevée par son grand-père en Europe, ce qui était également vrai. Ce qu'elle avait omis, ce qu'elle avait juré de garder secret pour s'assurer que Nathaniel l'aime pour qui elle était et non pour ce qu'elle représentait, c'était l'identité de son grand-père. « Ma famille sera présente », dit Chloé doucement. « Mon grand-père parcourt une très longue distance. Il a une importante équipe de sécurité, donc coordonner son arrivée a été complexe, mais il sera là. » Béatrice rit aux éclats. « Une équipe de sécurité? Possède-t-il une bijouterie locale dans un village européen? S'il vous plaît, gardez vos délires de grandeur pour demain, petite. Profitez de votre dernière nuit à prétendre que vous êtes notre égale. » Mais alors que le dîner se terminait et que les invités sortaient, Chloé se dirigea vers la cour privée pour passer un appel téléphonique. L'air nocturne était vif. Elle composa un numéro qui transita par 3 serveurs internationaux cryptés avant d'être répondu à la première sonnerie. « Votre Altesse », une voix profonde et accentuée répondit. « Commandant », dit Chloé, sa voix entièrement dépouillée de la douce fille artistique qu'elle jouait à New York. C'était la voix d'une femme née pour régner. La famille Montgomery exige une leçon de respect. Le protocole d'arrivée traditionnel du grand-père est approuvé. Ramenez la garde royale. Tous. Avec plaisir, Votre Altesse, répondit le commandant. Nous serons à la cathédrale avant le midi. Le matin du mariage était d'une luminosité agressive. Le soleil se reflétait sur les imposants vitraux de la cathédrale. À l'extérieur, une petite armée de valets s'affairait à garer une flotte de Bentley, Rolls-Royce et Maybach. Des photographes de magazines de haute société se pressaient derrière des cordons de velours, prenant des photos de l'élite qui arrivait. À l'intérieur de la cathédrale, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie florale. Des dizaines de milliers de roses blanches cascadaient des plafonds voûtés et un orchestre symphonique de 50 musiciens accordait ses instruments au balcon. Mais la disposition des sièges était une représentation visuelle de cruauté pure. Le côté droit de l'allée, le côté du marié, était rempli à ras-bord de 600 des personnes les plus riches et les plus puissantes de l'hémisphère. Des femmes en haute couture chuchotaient derrière des éventails de soie. Des hommes en redingote sur mesure vérifiaient leur Rolex. Béatrice Montgomery était assise au premier rang, rayonnant d'une énergie sombre et triomphale. Le côté gauche de l'allée, le côté de la mariée, était une vaste mer de bancs en acajou vide. Seul le tout premier rang était occupé, accueillant exactement 5 personnes. 3 étaient d'anciens collègues de Chloé du musée, semblant incroyablement mal à l'aise dans leurs costumes modestes et démodés. Les 2 autres étaient sa propriétaire, une douce italienne, et son boulanger local, soit 5 personnes dans une section prévue pour 500. Le contraste était saisissant, pathétique, et exactement ce que Béatrice avait orchestré. « Regarde ça », murmura Béatrice à Geneviève, qui était assise juste derrière elle. « On dirait un dispensaire de charité de ce côté. Je donne à ce mariage 6 mois avant que la fille ne craque sous la pression et ne retourne dans le taudis d'où elle vient. » Geneviève gloussa dans sa main. « C'est vraiment embarrassant, Béatrice. Comment Nathaniel fait-il pour garder la tête haute? » À l'hôtel, Nathaniel se tenait aux côtés de son témoin, l'air physiquement malade. Il regardait sa mère, furieux du spectacle qu'elle avait créé. Il voulait dévaler l'allée, prendre Chloé par la main et s'enfuir à la mairie, mais il était trop tard. La cérémonie était à quelques minutes de commencer. Le mot s'était répandu parmi le côté Montgomery de la cathédrale pendant l'heure du cocktail. Béatrice avait fait connaître ses volontés, se faufilant à travers la foule d'élite, distillant de vicieux petits indices. Cette fille est une chercheuse d'or. Nous devons faire preuve de solidarité. Nous devons lui montrer qu'elle n'appartient pas à ce milieu. Un pacte silencieux et diabolique fut conclu parmi les 500 millionnaires et politiciens. Une tradition aussi ancienne que les mariages allait être utilisée comme arme. Lorsque la mariée entrerait, la congrégation était censée se lever par respect. Mais Béatrice avait décrété que le côté Montgomery resterait assis. Il forcerait cette fille sans nom et sans le sou à traverser l'allée, la regardant de haut, ressentant leur jugement étouffant collectif. À 11h55, les portes à l'arrière de la cathédrale se fermèrent. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le prêtre prit sa place.
Haut dans le balcon, le chef d'orchestre leva sa baguette. Le gigantesque orgue à tuyaux rugit, jouant les accords triomphaux d'ouverture du cœur des mariés. Les lourdes portes en chêne s'ouvrirent lentement. Chloé se tenait sur le seuil. Elle était une vision. Elle ne portait pas une robe massive, lourdement perlée, conçue pour afficher la richesse. Elle portait une robe vintage en soie à manches longues des années 1950, entièrement sans ornement, ne reposant que sur la coupe impeccable du tissu. Ses cheveux sombres étaient relevés et un long voile transparent couvrait son visage. Elle fit son premier pas dans la cathédrale. Sur le côté gauche, ses 5 humbles invités se levèrent immédiatement, souriant chaleureusement. Sur le côté droit, 500 personnes restèrent collées à leur siège. Le silence sous la musique était assourdissant. Personne ne bougea. Les politiciens, les banquiers, les mondains, tous croisèrent leurs jambes, regardèrent droit devant eux, ou regardèrent Chloé avec des expressions de pitié ennuyée. Beatrice Montgomery était assise exactement au centre de la première rangée. Un sourire triomphant et maléfique était plaqué sur son visage. Nathaniel réalisa ce qui se passait. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Debout !» lui siffla-t-il à sa mère depuis l'autel. « Debout, tout de suite !» Béatrice ajusta simplement son collier de diamants et détourna le regard. Chloé s'arrêta à mi-chemin dans l'allée. Elle regarda les centaines de personnes qui refusaient de la reconnaître. Elle regarda le visage suffisant de Béatrice. Pendant un instant, les riches invités crurent voir ses épaules trembler. Ils pensèrent qu'elle allait pleurer. Ils pensèrent avoir gagné. Mais Chloé ne tremblait pas de tristesse. Sous son voile, elle souriait. Car à l'extérieur de la cathédrale, le rugissement de moteurs massifs venait de couvrir le bruit de la circulation en ville. Soudain, l'orgue fut entièrement éclipsé par un son qui fit vibrer les vitraux dans leur cadre de fer. C'était le son rythmé, terrifiant, qui faisait trembler la terre des lourdes bottes militaires marchant à l'unisson, létales. Boum, boum, boum. Les invités du côté Montgomery froncèrent les sourcils. Plusieurs hommes des dernières rangées se retournèrent, agacés par l'interruption. « Quel est ce vacarme ?» murmura Béatrice sèchement, se tordant sur son banc. Crac! Les massives portes en chêne de la cathédrale ne s'ouvriront pas. Elles furent violemment jetées en grand, claquant contre les murs de pierre avec la force d'une explosion. La lumière de l'extérieur entra à flot, aveuglant les dernières rangées. Ce n'était pas un coordinateur de mariage ou un invité en retard qui entra dans cette lumière. Et c'était un mur d'hommes en uniforme militaire cérémoniel noir. Ils portaient de lourdes bottes de combat, des épaulettes dorées et des écharpes écarlates. Attachés à leur ceinture, brillant sous la lumière de la cathédrale, se trouvaient de véritables épées larges cérémonielles tranchantes, associées à des fusils d'assaut noirs mat modernes en bandoulière sur leur poitrine. Les invités Montgomery haletèrent. Les femmes crièrent, serrant leurs perles. Les hommes sautèrent, renversant leurs lutrins. Quelle est la signification de tout ceci? Rugit Charles Montgomery, le père de Nathaniel, en se levant. La sécurité, sortez ces cosplayers d'ici. Le soldat en tête, un homme massif au visage cicatrisé et à la poitrine couverte de médailles de guerre légitimes, s'avança. Il ignora Charles complètement. Il claqua ses talons ensemble avec un bruit de coup de feu. « Garde royale de la couronne souveraine, attention !» Sa voix retentit, faisant écho sous les voûtes comme le tonnerre. Instantanément, 100 chevaliers royaux d'élite armée inondèrent la cathédrale. Ils se déplacèrent avec une précision terrifiante, se déployant le long des allées extérieures, encerclant complètement les 500 invités Montgomery. Ils ne regardèrent pas la foule. Leurs visages étaient taillés dans la pierre. Chaque chevalier, tourné vivement vers l'allée centrale, leva le poing droit vers sa poitrine dans un salut militaire parfait. L'élite fortunée était figée dans une terreur absolue. Ce n'était pas un spectacle. Ces hommes étaient létaux. Puis de la vraie gravité du moment arriva. Un vieil homme franchit les portes. Il marchait avec une canne à pointe d'argent, mais sa posture était droite comme une tige d'acier. Il portait un costume anthracite sur mesure, mais drapé sur ses épaules se trouvait un lourd manteau de velours bleu royal, brodé d'un blason en or massif qui fit pâlir plusieurs diplomates étrangers dans la foule. C'était le roi Léopold, le monarque régnant de l'un des États souverains les plus riches et les plus lourdement gardés d'Europe.
Un homme qui possédait tant de vieilles richesses et de pouvoir politique que les présidents attendaient des semaines pour un appel téléphonique avec lui. Le roi descendit lentement l'allée, s'arrêtant juste à côté de Chloé. Il tourna ses yeux perçants bleu glacier vers le côté Montgomery de la cathédrale. Il regarda les milliardaires terrifiés, les mondaines tremblantes, et enfin son regard se fixa sur Beatrice Montgomery, qui était complètement paralysée. Le roi claqua sa canne sur le sol en marbre. Le son retentit comme un coup de fouet. « Vous êtes assise en présence de ma petite fille. » La voix du roi Léopold était dangereusement calme, mais elle portait jusqu'aux coins les plus éloignés de la pièce. La princesse héritière et héritière directe d'un trône souverain. La pièce retint son souffle. Les yeux du roi se plissèrent, balayant les 500 visages terrifiés. « Je vous suggère de vous lever. » Le silence qui suivit le commandement du roi Léopold n'était pas seulement silencieux. C'était un vide lourd et suffocant qui semblait aspirer l'oxygène droit de la cathédrale. Pendant 5 secondes d'agonie, personne du côté du marié ne bougea. La simple absurdité de la situation, le passage d'une exécution sociale mise en scène à un incident diplomatique international, paralysa les 500 membres de l'élite de New York. Puis les diplomates étrangers de la 3e rangée le reconnurent. Le visage de l'ambassadeur français se vida de toute couleur. Il murmura frénétiquement à sa femme, se leva précipitamment et baissa immédiatement la tête à un angle profond et respectueux. Le ministre des Finances allemand suivit une fraction de seconde plus tard, renversant son lutrin au sol dans sa hâte de se lever et de montrer sa déférence. Voyant les figures politiques les plus puissantes de la pièce se comporter soudainement comme des subordonnés effrayés, cela brisa le sortilège. La panique balaya l'allée des Montgomery comme un incendie de forêt. Des grincements, le son de centaines de chaises en bois et de bancs raclant le sol en marbre résonna comme une symphonie chaotique. Les titans de Wall Street, les milliardaires de la technologie et les mondaines branchées se bousculaient, trébuchant sur les ourlets de leurs robes sur mesure et renversant des arrangements floraux dans une ruée désespérée pour se mettre debout. Le commandant Reinhardt, le soldat massif en tête près de l'autel, ne bougea pas d'un pouce. Il posa simplement sa main gantée de cuir sur la garde dorée de son épée large. Le message était entièrement silencieux et complètement terrifiant. « Debout ou nous vous ferons vous lever. » Dans la première rangée, Beatrice Montgomery resta assise. Ses mains méticuleusement manucurées agrippaient le bord du banc un acajou si fort que ses jointures étaient d'un blanc éclatant. Son esprit essayait frénétiquement de traiter l'impossibilité de la scène. La restauratrice d'art sans nom qu'elle avait moquée sans relâche, la fille qu'elle avait forcée à signer un accord prénuptial draconien moins de 12 heures auparavant, était une princesse héritière, Béatrice. Charles Montgomery siffla, sa voix tremblant d'un mélange de terreur et de fureur absolue. Il saisit agressivement le haut du bras de sa femme. « Lève-toi, lève-toi tout de suite, imbécile. » « Non, » murmura Béatrice, les yeux écarquillés, dardant des regards entre le roi et les chevaliers lourdement armés. « C'est un piège, ça doit être un piège. Elle vit dans un appartement à loyer contrôlé. Elle répare des tableaux poussiéreux. » Le roi Léopold tourna lentement la tête, fixant ses yeux bleu glace perçant directement sur Béatrice. Le monarque avait commandé des armées, négocié la fin de guerre et brisé des monopoles commerciaux mondiaux. Pour lui, Beatrice Montgomery était moins qu'un insecte. Elle était une nuisance qui avait osé mordre son cher sang. « Commandant Reinhardt, » dit le roi Léopold, sa voix entièrement calme, mais elle portait le poids d'une enclume. « Votre Majesté, » répondit le commandant, s'avançant, ses lourdes bottes résonnant comme des battements de tambour. « Il semble que la mère du marié ait besoin d'aide pour comprendre le protocole royal, » déclara le roi froidement. « Instruisez-la. » Le commandant Reinhardt marcha droit vers la première rangée. Il dominait Béatrice, son ombre l'enveloppant complètement. Il ne cria pas, il ne tira pas d'armes. Il se contenta de la regarder avec le regard froid et détaché d'un prédateur au sommet. La voix profonde et accentuée de Madame Reinhardt résonna dans sa poitrine. « Vous êtes en présence du roi souverain de Lentia et de son Altesse royale, la princesse héritière Chloé. Si vous ne vous levez pas dans les 3 prochaines secondes, vous serez physiquement expulsé des lieux et détenu par la garde royale pour insulte à la couronne. » 1. Le souffle de Béatrice se bloqua.
Elle regarda ses riches amis pour obtenir du soutien, mais ils regardaient tous le sol, terrifiés à l'idée de croiser le regard des soldats. Charles Montgomery tira violemment sa femme vers le haut. Béatrice trébucha pour se relever, ses escarpins griffés s'accrochant au tapis. Elle se tenait là, tremblant de manière incontrôlable, son visage rougi par l'humiliation la plus profonde et la plus intense de toute sa vie. Le sourire suffisant et triomphant qu'elle avait affiché quelques instants auparavant avait été complètement effacé, remplacé par une peur brute et pure. Le roi Léopold hocha légèrement la tête, un geste d'autorité absolue, avant de reporter son attention sur sa petite fille. Son expression sévère s'adoucit pour laisser place à un regard d'amour illimité. « Tu ressembles exactement à ta grand-mère, ma chérie », murmura le roi en s'approchant de Chloé. Des larmes brillèrent enfin dans les yeux de Chloé, mais c'étaient des larmes de joie, pas la tristesse que Béatrice avait si désespérément tenté d'infliger. « Tu es venu, grand-père. Pensais-tu vraiment que je te laisserais marcher seul jusqu'à l'hôtel? » Léopold sourit doucement, lui offrant son bras. « Même si tu as insisté pour jouer la roturière afin de trouver le véritable amour, tu restes l'avenir de notre nation. Maintenant, allons nous marier. » Chloé passa son bras dans le sien. Ensemble, ils parcoururent la distance restante jusqu'à l'hôtel. Les 100 chevaliers royaux abaissèrent simultanément leurs bras de leur salut, firent un demi-tour pour faire face au devant, et se tinrent au garde-à-vous le long du périmètre de la cathédrale. À l'hôtel, Nathaniel ressemblait à un homme qui venait de survivre à un naufrage. Il regarda Chloé, la bouche légèrement ouverte, son esprit retraçant leur relation de 2 ans. Les dîners à emporter bon marché, les meubles de friperie, la façon dont elle éludait avec nonchalance les questions sur la richesse de sa famille. « Une princesse », murmura Nathaniel, complètement abasourdi. « Chloé, tu es une princesse héritière. » Chloé lui offrit un petit sourire d'excuse en montant à l'hôtel. « Je suis toujours Chloé, Nathaniel. J'ai juste une famille un peu plus nombreuse que je ne l'ai laissé entendre. Un peu plus nombreuse. » Nathaniel se passa une main dans les cheveux, jetant un coup d'œil aux soldats armés qui longeaient les murs. « Chérie, ton grand-père a amené une armée privée à notre mariage. » « Précaution inutile, » intervint le roi Léopold, la voix sèche. Il regarda Nathaniel de haut en bas, l'évaluant. « Vous êtes un homme bon, Nathaniel. Vous l'avez défendu lorsque votre famille l'a attaqué. Vous l'avez choisi lorsqu'ils ont menacé de vous couper les vivres. Pour cela, vous avez ma bénédiction. » Le roi se pencha légèrement, sa voix baissant à un murmure destiné uniquement aux mariés. « Mais si jamais vous laissez votre mère lui parler de cette manière à nouveau, je n'aurai pas besoin d'une armée pour vous ruiner. Je le ferai d'un seul appel téléphonique. » Compris. Nathaniel déglutit difficilement, hocha fermement la tête et regarda le roi dans les yeux. « Elle ne sera plus jamais manquée de respect, votre majesté. Je vous le promets. » Le prêtre, qui transpirait abondamment sous ses lourdes robes, s'éclaircit la gorge et commença la cérémonie. Ce fut le mariage le plus surréaliste de l'histoire de New York. L'air était épais de tension. Chaque fois qu'un invité du côté des Montgomery toussait ou se déplaçait sur son siège, une douzaine de chevaliers royaux posaient instinctivement leurs mains sur leurs armes, figeant la foule dans une terreur absolue. Lorsque Nathaniel et Chloé échangèrent enfin leurs vœux et partagèrent leur premier baiser en tant que mari et femme, les applaudissements du côté droit de l'allée ne furent pas simplement polis. Ils furent frénétiques, terrifiés et désespérément enthousiastes. Les milliardaires et les mondains applaudirent jusqu'à ce que leurs mains deviennent rouges, désireux de prouver leur respect au roi souverain, debout à quelques pas de là. Mais le cauchemar pour la famille Montgomery était loin d'être terminé. Le mariage n'était qu'un prélude. La réception était l'endroit où le roi Léopold comptait tendre le piège. La réception eut lieu dans la grande salle du Plaza Hotel, un lieu que Béatrice avait explicitement choisi pour mettre en valeur la richesse illimitée de sa famille. La pièce était baignée de cristal, de feuilles d'or et de milliers d'orchidées blanches importées. Elle était destinée à être le gala triomphal de Béatrice, une réussite sociale couronnée, où elle paraderait ses amis d'élite, tout en laissant Chloé s'asseoir tranquillement dans un coin, une figure vaincue et insignifiante. Au lieu de cela, la grande salle avait été entièrement réquisitionnée par la garde royale de Laurentia. Avant même l'arrivée du premier invité, le commandant Reinhardt avait établi un périmètre.
Des chevaliers armés se tenaient à chaque sortie près des cuisines et flanquaient de la tête. L'équipe de sécurité privée des Montgomery avait été désarmée sans cérémonie et enfermée dans un vestiaire par les imposants soldats européens. Lorsque les invités commencèrent enfin à arriver de la cathédrale, l'atmosphère ressemblait à une prise d'otage plutôt qu'à une célébration. Il n'y avait pas de rire bruyant, pas de tintement de coupe de champagne, pas de mondanité arrogante. Les 500 invités d'élite se rendirent à leur table assignée dans des murmures silencieux et terrifiés. À la table d'honneur, la dynamique était physiquement douloureuse à observer. Chloé et Nathaniel étaient assis au centre, flanqués du roi Léopold. Chloé était de Martin, du côté de Chloé. Du côté de Nathaniel étaient assis ses parents, Charles et Béatrice Montgomery. Béatrice semblait avoir vieilli de 10 ans en l'espace d'une heure. Sa posture impeccable s'était effondrée. Elle ne cessait de prendre de petites gorgées d'eau, refusant de croiser le regard du roi, qui était assis à seulement un quotidien de mètres, savourant calmement son caviar. Charles Montgomery, cependant, était un homme d'affaires. Il reconnaissait une menace existentielle lorsqu'il en voyait une. Il savait qu'offenser un monarque souverain pouvait avoir des implications désastreuses pour sa société de transport maritime international. Il avait désespérément besoin de faire du contrôle des dégâts. Rassemblant la totalité de son charisme d'entreprise, Charles se pencha en avant, tenant sa coupe de champagne. « Votre Majesté, commença-t-il, sa voix empreinte d'une jovialité forcée. Je ne peux exprimer l'honneur absolu que représente la fusion de nos familles. Si nous avions su, si Chloé avait simplement mentionné sa lignée royale, nous aurions organisé un accueil digne d'une princesse. » Le roi Léopold ne leva pas les yeux de son assiette. Il coupa soigneusement un morceau de bœuf wagyu, le mâcha, l'avala lentement, et s'essuya la bouche avec une serviette en lin. Le silence s'étira inconfortablement longtemps. « Vous avez mal compris la situation, Monsieur Montgomery. » Le roi dit enfin, sa voix portant l'autorité glaçante d'un juge rendant une sentence. « Nos familles ne fusionnent pas. Ma petite-fille a choisi d'épouser votre fils. Elle ne rejoint pas la famille de Montgomery. Elle sauve Nathaniel de cette famille. » Charles pâlit, son faux sourire figé sur son visage. « Votre Majesté, nous pouvons sûrement dépasser cette friction initiale. Ma femme est farouchement protectrice de notre héritage. Elle ne voulait faire aucun mal. C'était un simple malentendu de classe. »« Un malentendu de classe ?» répéta le roi incliné, laissant échapper un rire sombre et sans joie. Il se tourna enfin pour regarder Charles, et ses yeux étaient dépourvus de toute pitié. « Dites-moi, Charles, comment se porte Montgomery Shipping sur les marchés européens? » Charles cligna des yeux, complètement pris au dépourvu par ce revirement vers les affaires. « Nous allons très bien, Votre Majesté. Nos projections du 4e trimestre sont les plus fortes depuis une décennie. Nous venons d'obtenir des droits de quai exclusifs dans les ports souverains de la mer du Nord. » « Ah oui, les ports souverains. » Le roi Léopold hocha lentement la tête, prenant une gorgée de son vin. « Le point d'étranglement maritime le plus critique en Europe occidentale. Plus de 60% de votre fret passe par ces ports spécifiques, n'est-ce pas? Sans eux, vos navires devraient faire un détour autour de la péninsule, ajoutant des semaines à vos délais de livraison et des centaines de millions de coûts de carburant. Votre entreprise serait essentiellement en faillite en 2 trimestres fiscaux. » La sueur perla sur le front de Charles. « C'est techniquement exact, oui. » Béatrice, sentant le danger, mais incapable de supprimer complètement sa nature arrogante, tenta d'intervenir. « Nous avons des contrats en béton, Votre Majesté. Nous possédons pratiquement la logistique de ces ports. Personne ne peut toucher notre flotte. » Le roi Léopold tourna enfin son regard vers Béatrice. Le dédain absolu dans ses yeux la fit se recroqueviller sur sa chaise. Le roi sortit lentement une épaisse chemise en cuir de son veston. Il la jeta négligemment au centre de la table. C'était l'accord prénuptial que Béatrice avait forcé Chloé à signer la nuit précédente. « Vous êtes une femme obsédée par les biens, Madame Montgomery, » dit le roi doucement. « Vous avez forcé ma petite-fille à signer ce document, vous assurant qu'elle ne prendrait rien de votre famille en cas de divorce. Vous avez exigé qu'elle parte avec exactement ce qu'elle a apporté dans ce mariage. »« Je protégeais mon fils, » balbutia Béatrice, sa voix tremblante.
Vous humiliez une femme que vous perceviez comme faible, corrigea vivement le roi. Mais puisque vous êtes si friande de déclarations légales de biens, je pensais qu'il serait juste que vous compreniez exactement ce que ma petite fille apporte à ce mariage. Le roi Léopold claqua des doigts. Le commandant Reinhard s'avança immédiatement, remettant un document croustillant à l'embossage doré au roi. Léopold le fit glisser sur la table jusqu'à ce qu'il repose juste devant Charles et Béatrice. « Lisez-le » commanda le roi. Charles, les mains tremblantes, prit visiblement le document. Ses yeux balayèrent le lourd texte gothique, les sceaux royaux et les signatures en bas. En lisant, la dernière couleur quitta entièrement son visage. Sa respiration devint superficielle et il semblait sur le point de faire un arrêt cardiaque. « Charles » murmura Béatrice frénétiquement. « Charles, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est? » Charles laissa tomber le papier comme s'il était en feu. Il regarda sa femme avec un regard de haine absolue et pure. « Les ports souverains de la mer du Nord » balbutia Charles, sa voix un râle effroyable. « Ils n'appartiennent pas à l'Union européenne. C'est une fiducie souveraine privée. » « Et qui contrôle cette fiducie, monsieur Montgomery ?» demanda froidement le roi. Charles tourna lentement la tête pour regarder Chloé, qui était assise tranquillement, sirotant son thé, ressemblant exactement à l'inoffensive restauratrice d'art que Béatrice avait tourmentée pendant 2 ans. « Elle » murmura Charles, la réalisation l'écrasant comme un poids physique. « La princesse héritière Chloé possède des ports. Elle possède la terre, les quais, les voies de navigation. Elle possède tout. » Béatrice poussa un hoquet étranglé, ses mains se portèrent à sa bouche. « Vous avez exigé qu'elle parte avec ce qu'elle a apporté, » dit le roi Léopold se penchant, sa voix tombant à un murmure dangereux et mortel. « Ma petite fille apporte l'intégralité du réseau logistique européen à cette table. Et à minuit ce soir, elle a choisi d'exercer son droit souverain de révoquer tous les privilèges d'amarrage pour Montgomery Shipping. Chacun de vos cargos se voit actuellement refuser l'accès par des blocus militaires. Vos contrats sont annulés par décret royal. » La grande salle, déjà silencieuse, sembla avoir explosé en son centre. Les quelques invités assis aux tables les plus proches de la table d'honneur, qui avaient entendu l'échange, regardaient en état de choc absolu. Béatrice n'avait pas seulement insulté une princesse. Par sa cruauté mesquine et arrogante, elle avait détruit à elle seule un empire de plusieurs milliards de dollars en moins de 24 heures. « Non !» hurla Béatrice, le son déchirant la salle silencieuse. La façade de la matriarche élégante de la haute société s'était entièrement brisée. Elle frappa des mains sur la table, renversant un gobelet d'eau en cristal. « Vous ne pouvez pas faire ça. Nous avons des milliards investis. Nous vous poursuivrons en justice. Nous vous emmènerons devant la Cour internationale. » La main du commandant Reinhard tomba instantanément sur la garde de son épée. Le bruit aigu du métal tiré à quelques centimètres de son fourreau résonna dans la pièce. Béatrice se figea, terrifiée. « Assieds-toi, Béatrice » rugit Charles, se levant et attrapant les épaules de sa femme, la forçant physiquement à se remettre sur sa chaise. Il regarda le roi avec un désespoir pur dans les yeux. « Votre Majesté, je vous en prie, je vous supplie, cette entreprise est dans ma famille depuis 4 générations. Ne nous détruisez pas à cause des actions d'une seule femme stupide. » Geneviève Rothschild, assise à la table juste à côté, comprit exactement où le vent soufflait. Les Rothschild dépendaient fortement du transport maritime Montgomery pour déplacer leurs actifs physiques. Voyant l'empire s'effondrer devant elle, Geneviève se leva, le visage pâle. « Charles, Béatrice, je pense qu'il vaut mieux que je parte, » dit rapidement Geneviève, sans les regarder dans les yeux. « Mon père ne souhaiterait pas que notre famille soit associée à ce niveau de manque de respect envers la couronne. Votre Majesté. » Geneviève fit une profonde et hâtive révérence au roi Léopold et sprinta pratiquement vers la sortie, abandonnant la femme qui l'avait soutenue pendant des années. Béatrice regarda Geneviève s'enfuir, sa poitrine haletante. Elle regarda son mari, qui la dévisageait avec un dégoût qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle regarda ses riches amis dans la salle de bal, tous détournant délibérément leur regard, l'excommuniant silencieusement de leurs cercles sociaux pour se protéger. Finalement, elle regarda son fils. Nathaniel, plaida Béatrice, la voix brisée par les larmes de panique, débordant enfin de son maquillage épais. Nathaniel lui parlait. «
Fais-la arrêter ça. Tu es une Montgomery. Tu ne peux pas laisser cette petite chose détruire ton héritage. Le silence absolu qui suivit ces mots fut mortel. Nathaniel se leva lentement de sa chaise. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air complètement, totalement épuisé par la femme assise en face de lui. « Elle n'est pas une mère, » dit Nathaniel, sa voix ferme et douloureusement claire, résonnant dans le salon silencieux. « C'est ma femme et c'est la seule chose bien qui soit jamais arrivée à cette famille complètement corrompue et moralement en faillite. » Béatrice sanglota, tendant une main vers lui. « Nathaniel, s'il te plaît. »« Je t'ai dit. » Nathaniel l'interrompit, s'éloignant de la table. « Je te le dis depuis 2 ans, ton obsession du statut est une maladie. Je t'avais prévenu de la laisser tranquille, mais tu n'as pas pu t'en empêcher. Il te fallait ton grand spectacle. Il fallait l'humilier pour prouver que tu étais la reine de ce petit cercle social pathétique. » Nathaniel fouilla dans sa veste de smoking, sortit la lourde bague sigillière en or portant les armoiries de la famille de Montgomery, la bague qu'il portait depuis ses 18 ans, et la laissa tomber au centre de la table. Elle atterrit sur l'accord prénuptial signé avec un lourd bruit sourd. « Je ne suis plus une Montgomery, » dit Nathaniel. « Je pars avec exactement ce que j'ai apporté dans ce mariage. Rien que les vêtements sur mon dos et la femme que j'aime. Gardez votre argent sanglant, mère. Vous en aurez besoin pour payer vos avocats en faillite. » Béatrice poussa un hurlement de désespoir absolu, enfouissant son visage dans ses mains. Charles s'effondra simplement sur sa chaise, fixant le plafond d'un regard vide, réalisant que l'œuvre de sa vie était entièrement perdue, vaporisée par la vanité de sa femme. Le roi Léopold regarda la scène se dérouler avec une sombre satisfaction. Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne à pointe d'argent. Il baissa les yeux sur la matriarche sanglotante. « Commandant, » dit doucement le roi. « Oui, votre majesté, » répondit instantanément Reinhardt. « Madame Montgomery cause un trouble à la réception de mariage de ma petite-fille, » dit le roi, sa voix empreinte d'une finale glaciale. « Escortez-la des lieux. Elle n'est plus la bienvenue. »« Non !» cria Béatrice, alors que le commandant Reinhardt et 2 chevaliers lourdement armés marchaient vers elle. « Lâchez-moi. Savez-vous qui je suis? Je suis Beatrix Montgomery. »« Vous êtes une intruse, madame, » grogna Reinhardt. Il attrapa Béatrice par le bras, avec une prise comme un étau d'acier, la soulevant sans effort. Les chevaliers la flanquèrent, formant un mur d'uniformes noirs et d'armes mortelles. 500 des élites les plus riches et les plus puissantes de New York restèrent dans un silence terrifié absolu en regardant la reine incontestée de la haute société être traînée physiquement hors de la réception de mariage de son propre fils. Béatrice donna des coups de pied, hurla et ruina sa robe de créateur sur mesure, sanglotant hystériquement, tandis que les lourdes portes en bois du grand salon claquaient derrière elle, coupant ses cris. La pièce était morte de silence. Chloé, qui était restée silencieuse pendant toute l'épreuve, se leva enfin. Elle lissa la jupe de sa robe vintage en soie et regarda la foule terrifiée de milliardaires et de politiciens. « Maintenant, » dit la princesse héritière Chloé, sa voix irradiant l'autorité douce mais absolue d'une future reine. « Je crois que l'orchestre se préparait à jouer notre première danse. S'il vous plaît, savourez le champagne. » Sur un signal, l'orchestre dans le coin se mit à jouer une magnifique valse fluide. Les invités, terrifiés à l'idée d'offenser la princesse, se précipitèrent instantanément pour faire semblant que tout était normal, chuchotant frénétiquement et applaudissant avec un enthousiasme forcé. Nathaniel fit le tour de la table et offrit sa main à sa femme. Il la regarda vraiment, regardant la femme qui avait caché sa couronne pour trouver un homme qui aimait son âme. « Tu n'étais pas obligé de les mettre en faillite, » murmura Nathaniel avec un petit sourire crédible en la tirant sur la piste de danse. « Je ne l'ai pas fait, » sourit Chloé en retour, posant sa tête contre sa poitrine. « J'ai seulement suspendu les contrats pendant 30 jours. Assez longtemps pour que le conseil d'administration licencie ta mère et force ton père à une retraite anticipée. L'entreprise survivra, mais Béatrice ne montrera plus jamais son visage dans la haute société. » Nathaniel laissa échapper un rire sincère et haletant, faisant tourner sa princesse sur la piste. « Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère, votre Altesse. » Chloé leva les yeux vers les siens, le lourd fardeau des 2 dernières années s'enlevant enfin de ses épaules. « Aime-moi, Nathaniel, c'est tout ce que j'ai jamais voulu.
tandis qu'il dansait sous les lustres de cristal, gardés par une centaine de chevaliers royaux. Le règne de la famille Montgomery se termina silencieusement, et un nouveau legs, bien plus puissant, commença. Le lundi matin suivant le mariage ne fut pas accueilli par le bourdonnement habituel de l'efficacité corporative au siège mondial de Montgomery Shipping. Au lieu de cela, le gratte-ciel de verre imposant au cœur de Manhattan était empreint d'une atmosphère suffocante et frénétique de terreur absolue. À 8 heures du soir, le cours de l'action du conglomérat Montgomery avait chuté de 22%. À 9h01, il était en chute libre. Les algorithmes de Wall Street conçus pour détecter les perturbations de la chaîne d'approvisionnement avaient eu vent d'une anomalie logistique massive en mer du Nord. Plus de 60 énormes cargos portant les armoiries de Montgomery étaient actuellement immobiles en eau internationale, physiquement bloqués à l'entrée des ports souverains par des croiseurs navals laurentiens. Charles Montgomery était assis en tête de la massive table en acajou dans la salle du conseil d'administration au 50e étage. Il n'avait pas dormi depuis 48 heures. Ses cheveux argentés d'habitude impeccables étaient ébouriffés et son coûteux costume sur mesure avait l'air complètement froissé. Les 10 membres du conseil d'administration, hommes et femmes qui commandaient des milliards de capitaux, le regardaient avec des expressions allant de la pure panique à la rage meurtrière. Charles commença Harrison Caldwell, le directeur financier, la voix tremblante en pointant la carte numérique massive projetée sur le mur. La carte montrait un amas de points rouges, leurs navires piégés, se multipliant d'heure en heure. J'ai besoin que tu me dises que c'est un bug informatique. J'ai besoin que tu me dises que la couronne souveraine de Laurentia n'a pas émis un décret royal interdisant notre flotte mondiale entière des eaux européennes. Charles avala difficilement. Sa gorge était comme du papier de verre. Ce n'est pas un bug, Harrison. Nous avons rencontré une complication diplomatique. Une complication diplomatique? S'écria d'une voix étranglée Thiago Sinclair, le plus grand actionnaire majoritaire en dehors de la famille Montgomery. Thiago claqua ses poings sur la table. J'ai le bureau du premier ministre belge en ligne 4 qui menace de saisir nos actifs pour rupture de contrat. J'ai des milliers de tonnes de produits agricoles périssables qui pourrissent dans la coque de ces navires. Nous perdons 14 millions de dollars par heure. Qu'as-tu fait, Charles? Charles ferma les yeux. Comment pouvait-il expliquer cela à une assemblée de capitalistes sans pitié? Comment leur dire que leur empire multimilliardaire était réduit en cendres parce que sa femme l'avait offensé un discret restaurateur d'art qui se trouvait être une monarque étrangère? C'était une affaire personnelle, dit Charles faiblement. Un malentendu lors du mariage de Nathaniel. La princesse héritière, elle s'est sentie offensée par Béatrice. Un hoquet. La pièce devint d'un silence de mort. Votre femme, murmura Thiago, sa voix vibrant d'une fureur terrifiante et contenue. Votre femme arrogante et insupportable a insulté une princesse héritière, unique héritière du territoire qui contrôle 60% de notre infrastructure européenne. C'était une erreur, plaida Charles. Elle ne savait pas qui était Chloé, bien que personne ne sache que la jeune fille vivait dans un petit appartement et prenait le métro. Beatrix pensait juste qu'elle protégeait les actifs familiaux d'une chercheuse d'or. Harrison Caldwell laissa échapper un rire sombre et cynique qui résonna froidement contre les murs de verre. Elle protégeait les actifs. Charles, votre femme vient de livrer notre société entière à l'échafaud sur un plateau d'argent. Je viens de recevoir un dossier sécurisé du ministère des Finances laurentien. Harrison jeta un document épais et scellé sur la table. Il glissa sur le bois poli et s'arrêta juste devant Charles. La princesse héritière ne dissout pas complètement nos contrats, déclara Harrison, son ton dénué de toute sympathie. Elle a mis en place une suspension de 30 jours, un avertissement. Cependant, le décret royal est assorti de conditions très spécifiques pour la réintégration de nos privilèges d'amarrage. Charles déchira avec impatience le dossier. Ses yeux parcoururent les lourdes pages gaufrées d'or. En lisant les exigences, le dernier vestige de sa fierté s'évapora dans l'air froid et recyclé de la salle de réunion. « Elle veut ma démission », murmura Charles. « Immédiate et inconditionnelle », confirma Harrison. « Vous devez vous retirer en tant que PDG et président du conseil d'administration. Vous céderez vos droits de vote. De plus, la couronne exige que Beatrix Montgomery soit définitivement retirée de tous les conseils d'administration caritatifs, fondations et filiales associées à cette entreprise.
Vous serez tous les deux complètement coupés de l'Empire maritime Montgomery, sinon les ports resteront fermés pour toujours. Vous ne pouvez pas faire ça, halta Charles, regardant autour de lui les personnes qu'il considérait comme ses plus proches alliés. Mon grand-père a construit cette entreprise. Mon père l'a élargie. Je suis un Montgomery et votre fils était aussi un Montgomery, dit froidement Thiago Sinclair. Mais j'ai entendu dire qu'il a jeté sa bague de famille au visage de votre femme et est parti. Le conseil a déjà voté, Charles. C'était unanime. Signez les papiers de démission, sinon nous vous ferons escorter par la sécurité et vous poursuivrons pour négligence grave. Votre ère est terminée. Alors que Charles était dépouillé de son empire dans une tour de verre, un autre type de destruction se déroulait au domaine Montgomery dans les Hamptons. Beatrix Montgomery était assise seule dans sa vaste véranda ensoleillée. Elle portait un peignoir de soie blanc immaculé, une tasse de thé Darjeeling intacte refroidissant sur la table à côté d'elle. Son téléphone, qui d'habitude bourdonnait incessamment d'invitations, de ragots et de demandes sociales, gisait sur la table en verre, totalement, terrifiant de silence. Elle l'attrapa d'une main tremblante et composa le numéro de Geneviève Rothschild. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible ou a été bloqué par l'utilisateur. Beatrix allaita, une nouvelle vague de larmes menaçant de ruiner son maquillage méticuleusement appliqué. Elle raccrocha et composa le numéro du président du Metropolitan Arts Committee, une femme que Beatrix avait personnellement encadrée. Cela sonna 2 fois avant d'aller à la messagerie vocale. La panique s'installait. Beatrix ouvrit son email. Sa boîte de réception était inondée, mais pas de message de soutien. C'était un des avis d'expulsion formels, rédigés juridiquement. La prestigieuse Oak Room où elle avait orchestré le dîner de répétition désastreux avait révoqué son adhésion à vie pour conduite indigne. Les fondations caritatives qu'elle présidait lui avaient envoyé des demandes immédiates de démission. Son styliste personnel chez Bergdorf Goodman lui avait envoyé un email pour dire qu'il ne pouvait plus accueillir ses rendez-vous privés. Elle était effacée systématiquement, impitoyablement et instantanément effacée du seul monde qu'elle ait jamais connu. Dans la haute société, le pouvoir est la proximité, et personne ne voulait être à proximité d'une femme qui avait attiré la colère d'un roi souverain. Le cercle d'élite qu'elle avait régné d'une main de fer s'était retourné contre elle du jour au lendemain, désireux de la sacrifier pour apaiser la couronne laurentienne. Les lourdes portes en acajou de la véranda s'ouvrirent et Charles entra. Il avait l'air complètement vidé. Il ne dit pas un mot. Il se dirigea vers le bar à alcool antique, se versa 3 doigts de scotch pur et l'avala d'une seule gorgée désespérée. « Charles, » murmura Béatrice, la voix brisée. « Charles, s'il te plaît, dis-moi que tu as arrangé ça. Dis-moi que tu as appelé le président ou le département d'État. Nous sommes des citoyens américains. Ils ne peuvent pas nous faire ça. » Charles se tourna lentement pour regarder la femme à laquelle il était marié depuis 30 ans. Il n'y avait plus d'amour dans ses yeux, plus de partenariat. Il y avait seulement la réalisation froide et dure de la destruction mutuelle. « J'ai signé les papiers, » dit Charles, la voix rauque. « Je ne suis plus le PDG. Nous conservons nos comptes personnels, mais nos actions d'entreprise sont gelées. Nous avons été complètement excisés de l'Empire. » Béatrice poussa un hurlement aigu. Elle s'effondra sur le canapé, enfouissant son visage dans les coussins de soie. « Nous n'avons rien. Mes amis ne me parlent plus. Le club m'a refusé à l'entrée ce matin. Je suis larisé, Charles. Tout le monde se moque de moi. »« C'est toi qui as fait ça, Béatrice, » dit Charles, la voix étrangement calme alors qu'il se resservait un verre air. « Tu ne pouvais pas simplement laisser le garçon être heureux. Tu ne pouvais pas simplement accepter une fille calme et polie. Tu devais avoir ta part. Eh bien, tu l'as eu. Et cela nous a coûté le monde. Fais tes valises. Nous ne pouvons plus nous permettre les tests foncières sur cette propriété. Nous vendons la maison. » Alors que les cris de déni de Beatrix résonnaient dans les halls dorés et vides du manoir, à l'autre bout de l'océan, son fils entrait dans un monde qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le vol vers la Laurentie à bord du Royal Jet fut une expérience surréaliste pour Nathaniel. L'avion était essentiellement un palais volant complet, avec une suite parentale, une salle de conférence et une petite bibliothèque. Mais Nathaniel remarquait à peine le luxe. Il passa tout le vol transatlantique, assis en face de Chloé, lui tenant la main
essayant de réconcilier la femme qu'il aimait avec l'immense pouvoir ancestral qu'elle exerçait. Quand ils ont finalement traversé les nuages et commencé leur descente, Nathaniel regarda par la fenêtre et en perdit littéralement son souffle. La Lorne Assay était un joyau niché dans les pics enneigés spectaculaires des Alpes européennes, bordant les eaux d'un vert émeraude profond de la mer du Nord. C'était un mélange parfait d'histoire ancienne et d'infrastructures hypermodernes. Des forteresses médiévales en pierre surveillaient d'immenses quartiers financiers ultramodernes. Les rues étaient d'une propreté irréelle, l'architecture a coupé le souffle. La nation entière semblait irradier une richesse silencieuse et inébranlable. New York paraissait bruyant, désespéré en comparaison. L'avion se posa sur la piste privée de Royal Air. En descendant l'escalier, un orchestre militaire entama l'hymne national. Un régiment de la garde royale se tenait au garde-à-vous, rigide, impeccable. Le roi Léopold les attendait au bas des marches. Il n'avait pas l'air du conquérant terrifiant, celui qui avait ruiné la famille Montgomery quelques jours auparavant. Il ressemblait à un grand-père ramenant enfin sa femme à la maison. « Bienvenue à Laurenti, Nathaniel », dit le roi chaleureusement, lui tendant la main. Nathaniel la serra fermement, inclinant légèrement la tête en signe de respect. « C'est un honneur, Votre Majesté, bien que j'avoue être profondément mal habillé pour l'occasion. » Le roi eut un gloussement, un rire grave et profond. « La valeur d'un homme ne se mesure pas à la coupe de son costume, Nathaniel. Elle se mesure à la force de son échine. Vous avez prouvé la vôtre en restant aux côtés de ma petite fille. Venez maintenant, le palais nous attend. » Le palais royal de Valérias n'était pas juste une résidence. C'était une forteresse tentaculaire de marbre blanc, avec des flèches élancées et des jardins en terrasse immaculée qui surplombaient la capitale. En franchissant les immenses portes de bronze, des centaines de membres du personnel du palais, de fonctionnaires et de courtisans s'inclinèrent à l'unisson parfait. « Bienvenue chez vous, Votre Altesse royale », murmurèrent-ils dans une vague collective et résonnante. Chloé hocha gracieusement la tête. Sa posture se transforma. Elle n'était plus la jeune fille tranquille, celle des gros pulls vintage cachés dans une archive poussiéreuse de musée. Elle marchait avec une grâce naturellement imposante. Elle parla couramment 3 langues différentes à divers ministres en parcourant les couloirs, posant des questions incisives sur les déficits commerciaux, les rendements agricoles et les projets d'infrastructure. Nathaniel la regardait en totale admiration. Il réalisa alors que Chloé n'avait pas seulement caché sa richesse. Elle avait porté le poids d'une nation entière sur ses épaules. Son séjour à New York avait été une évasion brève et désespérée, une chance d'expérimenter une vie normale avant de retourner au lourd fardeau de la couronne. Ce soir-là, Nathaniel et Chloé se tenaient sur le grand balcon de leur aile privée, regardant les lumières scintillantes de la capitale. L'air était vif et sentait le pain et le sel marin. « C'est écrasant, n'est-ce pas? » demanda Chloé doucement, resserrant ses bras autour de sa taille. « C'est incroyable, » admit Nathaniel, la serrant contre lui. « Mais je dois te demander, où est-ce que je rentre dans tout ça? J'ai quitté l'entreprise de ma famille. Je n'ai pas de travail, pas de titre, et je suis complètement dépassé dans une cour royale. » Chloé leva les yeux vers lui, ses yeux ardents et pleins de foi. « Tu rentres juste à mes côtés, Nathaniel, toujours. Et pour un travail, mon grand-père vieillit. La logistique de gestion des ports souverains est un cauchemar. Il a mentionné plus tôt que le ministère du Commerce a désespérément besoin de quelqu'un qui comprend les routes maritimes mondiales, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et les négociations d'entreprise. Quelqu'un qui n'a pas peur de tenir tête aux milliardaires avides. » Nathaniel sourit, une étincelle d'excitation sincère s'allumant dans sa poitrine. Pendant des années, il avait travaillé sous le joug de son père, forcé de privilégier des marges de profit impitoyables, plutôt que des pratiques commerciales éthiques. Maintenant, on lui offrait la chance de gérer le centre logistique le plus puissant du monde, non pour s'en mettre plein les poches, mais pour servir une nation. « Je pense que je pourrais gérer ça », dit Nathaniel doucement, l'embrassant sur le front. Au cours de l'année suivante, Nathaniel se jeta dans sa nouvelle vie. Il ne se reposa pas sur son titre de prince consort pour commander le respect. Il l'obtint par un travail acharné et éprouvant. Il modernisa la logistique portuaire, rationalisa les chaînes d'approvisionnement nationales et négocia des traités commerciaux qui apportèrent une prospérité sans précédent à la Laurentie. Il travailla en étroite collaboration avec le roi Léopold,
qui en vint à considérer Nathaniel non seulement comme son gendre, mais comme le fils qu'il avait toujours souhaité. Nathaniel et Chloé s'épanouirent. Ils formaient une équipe redoutable, profondément amoureux, universellement respectés par leur peuple et complètement isolés du monde toxique et superficiel qu'ils avaient laissé derrière eux. Mais à New York, le fantôme de Beatrice Montgomery refusait de rester enterré. 12 mois s'étaient écoulés depuis le mariage désastreux. L'hiver était descendu sur New York, apportant avec lui l'événement le plus attendu de la saison sociale. Le gala d'hiver souverain, tenu au Metropolitan Museum of Art, c'était un bal caritatif ultra exclusif sur invitation uniquement, dictant le summum absolu de la hiérarchie sociale. Dehors, une tempête de neige soufflait, mais le tapis rouge était d'une blancheur aveuglante, bordé de centaines de flashs de caméras et de journalistes criants. Debout derrière une barricade de velours, frissonnant violemment dans le vent glacial, se trouvait Beatrice Montgomery. Elle était méconnaissable par rapport au titan terrifiant qu'elle avait été un an auparavant. Le domaine Montgomery, dans les Hamptons, avait été vendu à perte pour couvrir leurs frais juridiques et leurs dettes croissantes. Elle et Charles vivaient maintenant dans un appartement exigu et sombre sur l'Upper West Side. Ils se parlaient à peine. Béatrice avait passé la dernière année à essayer désespérément de regagner sa place dans la haute société, se présentant sans y être invitée au déjeuner, envoyant des cadeaux suppliants qui furent retournés non ouverts et suivant obsessément les déplacements de ses anciens amis. Ce soir était son ultime pari désespéré. Elle avait payé une somme exorbitante à un revendeur pour un billet de 3e catégorie pour le gala, espérant que si elle pouvait juste entrer, si elle pouvait juste être photographiée se mêlant à l'élite, le gel social pourrait enfin se réchauffer. Elle portait une robe d'il y a 3 saisons, les ourlets légèrement effilochés parce qu'elle ne pouvait plus se permettre son tailleur privé. Alors qu'elle approchait de l'entrée, tenant son billet de ses doigts tremblants et gelés, une voix perçante coupa le bruit. « Béatrice, est-ce vraiment toi? » Béatrice se retourna pour voir Geneviève Rothschild descendant d'une Maybach avec chauffeur, drapée dans un immense manteau de fourrure de renard blanc. Geneviève regarda Béatrice de haut en bas, ses yeux remplis d'un mélange de pitié et de dégoût intense. « Geneviève, ma chérie. » Béatrice haleta, forçant un sourire large et désespéré, ignorant complètement le fait que Geneviève l'avait abandonnée. Elle tendit la main pour la serrer dans ses bras. Geneviève recula brusquement, levant la main. « S'il te plaît, Béatrice, non. La presse regarde. » Béatrice se figea, ses bras en l'air. L'humiliation lui brûla la poitrine comme de l'acide. « Geneviève, s'il te plaît, j'ai juste besoin d'entrer des cas avec toi. Laisse-moi juste m'asseoir à ta table. Tout le monde a été si cruel. »« Tu l'as fait à toi-même, » dit Geneviève froidement, vérifiant son reflet dans son miroir de poche. « On t'avait prévenu de laisser cette fille tranquille. Tu as joué un jeu stupide et tu as tout perdu. Excusez-moi, les invités d'honneur arrivent et la sécurité raccompagne le petit peuple. » Avant que Béatrice ne puisse assimiler l'insulte, le bruit chaotique du tapis rouge cessa brusquement. Les flashs des appareils photos s'arrêtèrent. Même le vent hurlant sembla se taire. Une flotte de 8 SUV blindés d'un noir d'encre, avec des plaques diplomatiques, s'arrêta à la base des escaliers du musée. Les portières des véhicules de tête s'ouvrirent simultanément. Une douzaine d'hommes imposants, en costume noir et avec des oreillettes discrètes, descendirent, formant un périmètre de protection. Parmi eux se trouvait le commandant Reinhardt, aussi massif et létal qu'il l'était le jour du mariage. La foule de milliardaires, de célébrités et de politiciens sur le tapis rouge s'écarta naturellement, créant un large passage respectueux. La portière du SUV central s'ouvrit. Nathaniel en sortit le premier. Il était complètement transformé. Il portait un smoking bleu nuit parfaitement coupé, orné de la subtile ceinture argentée de l'ordre royal laurentien. Il se tenait avec une confiance calme et assurée qu'il n'avait jamais possédé sous l'ombre de sa mère. Il se tourna, offrant sa main vers l'intérieur du véhicule. La princesse héritière Chloé émergea, et la foule laissa échapper un soupir collectif audible. Elle était à couper le souffle. Elle portait une robe sur mesure, d'un profond velours émeraude, mais c'étaient les bijoux qui commandaient une admiration absolue. Posé sur ses clavicules, il y avait l'étoile laurentienne, un légendaire collier de diamants vieux de plusieurs siècles.
appartenant au trésor souverain. Sur sa tête reposait une délicate et étincelante tiare de diamant. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une royauté. Les reporters entrèrent dans une frénésie absolue, criant leur nom, implorant un regard. Chloé sourit chaleureusement, saluant gracieusement en prenant le bras de son époux. Ils commencèrent à monter les marches grandioses du musée, complètement entourés d'une aura de puissance intouchable et d'amour véritable. Béatrice regardait derrière le cordon de velours, son cœur battant erratiquement dans sa poitrine. C'était son fils, tous sa propre chair et son sang. Et il se tenait à côté d'une femme qui possédait plus de richesses, de pouvoir et de respect sincère que Béatrice n'aurait jamais pu rêver d'accumuler en 100 vies. Le désespoir pur submergea sa raison. Si seulement elle pouvait leur parler, si seulement elle pouvait obtenir une photo de Nathaniel la serrant dans ses bras, les Page Society seraient obligés de l'imprimer. Elle serait à nouveau validée. Nathaniel? Béatrice hurla, sa voix stridente et désespérée, coupant le bruit de la presse. Nathaniel, Chloé, c'est moi, c'est votre marié. Béatrice bouscula violemment un garde de sécurité, se faufila sous le cordon de velours et sprinta vers le grand escalier. Elle n'eut pas fait 3 pas. Le commandant Reynard se déplaça avec une vitesse terrifiante. Il se plaça résolument sur le chemin de Béatrice, levant une main gantée massive qui stoppa net son élan. 2 autres gardes royaux se placèrent immédiatement à ses côtés, leurs visages entièrement dénués d'émotion. « Nathaniel, dis-leur de me laisser passer !» hurla Béatrice, les larmes coulant sur son visage, sa vieille robe glissant de son épaule. « Je suis ta mère. Tu dois me parler. » Au sommet des escaliers, Nathaniel et Chloé s'arrêtèrent. Ils se retournèrent et regardèrent la scène chaotique. Pendant un instant terrifiant, sans fin, le monde sembla retenir son souffle. Béatrice leva les yeux vers son fils. Ses yeux écarquillés, le suppliant silencieusement de la sauver, la suppliant de reconnaître sa supériorité, son existence. Nathaniel regarda la femme frénétique et tremblante retenue par la garde de sécurité de sa femme. Il n'avait pas l'air en colère. Il n'avait pas l'air vindicatif. Il la regarda simplement avec la pitié froide et détachée d'un étranger observant une folle dans la rue. Nathaniel ne dit pas un seul mot. Il posa délicatement sa main sur celle de Chloé, offrit à sa femme un sourire doux et affectueux, et tourna le dos à Béatrice Montgomery à jamais. Ensemble, la princesse héritière et son prince consort franchirent les portes grandioses du musée, disparaissant dans un monde de lumière, de chaleur et de puissance intouchable, laissant les portes se refermer fermement derrière eux. Dehors, dans la tempête de neige glaciale et hurlante, Béatrice Montgomery s'effondra sur les genoux sur le béton froid. Les photographes ne prirent même pas la peine de la photographier. Les élites de la société passèrent juste devant elle, veillant à ne pas se laisser leur coûteux manteau la frôler. Elle était entièrement seule, comprenant enfin le véritable coup de l'arrogance. Elle avait essayé d'humilier une pauvre pour se retrouver écrasée sous le talon d'une reine. La chute tragique de Béatrice Montgomery est un rappel saisissant que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier et que l'arrogance est souvent l'architecte de sa propre destruction. En essayant d'humilier quelqu'un qu'elle croyait inférieur à elle, Béatrice défia sans le savoir une princesse héritière et perdit tout son empire en une seule journée. Son histoire prouve que la gentillesse est un bien meilleur investissement que la cruauté. Si vous aimez cette histoire profondément satisfaisante de Karma Royal, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez la vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres drames réels incroyables. N'oubliez pas de sonner la cloche de notification.